Voilà, goedenavond allemaal en hartelijk dank om vanavond aanwezig te zijn. Welkom op deze korte informatiesessie. Bonsoir, bienvenue à tous et merci de votre fidélité pour cette courte session où nous essayons d'aborder un certain nombre de sujets qui peuvent vous intéresser. Comme d'habitude, nous commençons par les chiffres qui concernent la pandémie Corona. On voudrait bien évidemment parler d'autre chose, mais on est obligé de tenir compte quand même de cette pandémie qui malheureusement continue à nous embêter. Alors vous avez certainement suivi les annonces du gouvernement hier soir. Bon, il va y avoir un certain nombre d'assouplissements, il va y avoir un certain nombre de choses qui seront de nouveau possibles dans le courant dès à présent et dans le courant des prochaines semaines, mais nous devons rester extrêmement prudents. C'est aussi le cas à Krenem. Les chiffres de contamination sont malheureusement de nouveau à la hausse et nous devons vraiment faire attention, respecter les mesures, absolument les gestes barrières et continuer malheureusement à ne pas faire exactement ce qu'on voudrait et ce encore pendant probablement plusieurs semaines et plusieurs mois. Dans la semaine dernière, je vous ai montré un certain nombre de sites que vous pouvez consulter pour voir l'état de la vaccination. Dus ik heb gewoon vorige week een aantal websites laten zien waar dat bepaalde statistieken gevonden kunnen worden in verband met het aantal mensen die reeds gevaccineerd zijn per categorie, per leeftijd, in functie van verschillende criteria, per zone, per gemeente, dus verschillende manieren. Ik ga die even laten zien, die verschillende websites. Voilà. Ja, ik heb die vorige week eigenlijk ook op mijn Facebook-pagina geplaatst. Ik ga het verder in het Frans even nog toelichten. Voilà donc les différents sites probablement à ce stade les plus utiles que vous pouvez regarder ou consulter pour les chiffres de vaccination. Donc, laatuvaccineren.be qui vous donne les chiffres par zone et en fonction de différents critères. Deux sites importants que vous pouvez consulter alors pour vous personnellement. Le site QVAX qui vous permet de vous enregistrer sur une liste de réserve qui ne vous permettra pas de sauter une catégorie d'âge, mais qui, dans votre catégorie d'âge et en fonction de différents paramètres, vous permet alors de vous inscrire sur une liste de réserve, donc qui évite aussi de devoir gaspiller des vaccins qui seraient excédentaires. Donc à ce moment-là, vous entrez alors en ligne de compte et vous pouvez en profiter. Donc ça, c'est le deuxième site que vous voyez sur l'écran, donc QVAX. Ensuite, le site sur lequel alors vous pouvez contrôler un certain nombre de données qui vous sont propres, plus personnelles, et qui, le cas échéant, peuvent également être modifiées par votre médecin. Donc ça, c'est important, puisque c'est ce genre d'information qui sert de base pour savoir si vous êtes prioritaire d'une façon ou d'une autre pour cette vaccination. Een belangrijk punt, ik ga even dit laten zien, een belangrijk punt in de strijd tegen het virus, dat is de ventilatie. Ik heb gedacht dat we deze week misschien een paar minuten even een aantal aspecten zouden kunnen bekijken. Het is een heel belangrijk element in de strijd tegen het virus. Een paar
Gewoon een paar gegevens, niet te veel cijfers, maar ik dacht dat het misschien toch interessant was om het even te laten zien. Wij ademen eigenlijk bijna 500 liter per uur, lucht per uur. Dit komt overeen met 10 kubieke meter per 24 uur, bijna 13 kilo. Dus wij behandelen, bij manier van spreken, 13 kilo lucht per 24 uur. We stoten eigenlijk ook CO2 uit. Hè. We ademen eigenlijk dus zuurstof in en stoten CO2 uit. Dus dat is bijna 20 liter CO2 per uur. In normale omstandigheden kan natuurlijk meer worden in functie van de activiteit. Zoals iedereen weet, dat heeft te maken met de klimaatveranderingen. Dat is een debat dat eigenlijk ook heel gemakkelijk terug te vinden is de concentratie van CO2 in de buitenlucht 400 ppm. Dus dat is part per million of 0,04%. En de lucht die we uitademen, dus we ademen lucht in aan 400 ppm CO2 en we ademen lucht uit aan 40.000 ppm CO2. Dus 4% van de lucht die we uitademen is eigenlijk CO2. Dus in onze longen gaat de concentratie van CO2 evolueren van 400 naar 40.000, dus maal 100. En dat is eigenlijk heel belangrijk, want dat is eigenlijk de manier om een aantal zaken eigenlijk te kunnen elimineren. En dat is heel belangrijk uiteraard om te kunnen leven. Er zijn heel wat polluenten in een gebouw. Dus in een lokaal, in een gebouw, zijn er heel wat polluenten, verschillende honderden potentiële polluenten. Dat kan van alles zijn, dat kan chemicaliën zijn, dat kan virussen zijn, dat kan bacteriën, kiemen, dat kan dus van alles zijn. En het is uiteraard onmogelijk om al die polluenten individueel te gaan opmeten. En dus gebruiken wij de CO2 als een indicatie om te zien of de ventilatie eigenlijk adequaat is, of er een goede ventilatie is of niet, genoeg verluchting is of niet. En wat de COVID-situatie betreft, want dat is natuurlijk de topic voor vandaag, dus voor de COVID-situatie is dezelfde filosofie. We zeggen gewoon, kijk, iemand die besmet is en die mogelijk eigenlijk ook andere mensen zou kunnen besmetten, die gaat dus niet alleen virussen eigenlijk uitstoten, maar dus ook CO2. En dus als wij proberen, of als wij dus gewoon de CO2 gaan beperken, dan gaan we dus ook ervoor zorgen dat de hoeveelheid virussen, eigenlijk, dus de aerosolen die in de lucht hangen, dat die ook beperkt blijft. Dus dat is de filosofie. Voilà. La question, c'est évidemment de se dire, ok, bon, tout ça c'est parfait, donc on utilise le CO2 comme marqueur pour savoir, bon, ce qu'il faut, s'il faut un peu plus ventiler, un peu moins, et tout ça c'est très bien, mais bon, évidemment, c'est pas aussi simple, parce que quel est le niveau de CO2 qui va donner le risque zéro? Alors, le risque zéro, évidemment, c'est impossible à définir, parce que même à l'extérieur, où là vous avez un renouvellement d'air idéal, même à l'extérieur, on ne peut pas dire que le risque zéro est nul. Donc, il faut se rapprocher le plus possible d'une ventilation extérieure, c'est-à-dire se rapprocher le plus possible de 450, de 400 ppm, mais évidemment, faire ça sans qu'il y ait des courants d'air partout, qu'il y ait un inconfort dans la pièce, parce que sinon, évidemment, ça ne dure pas. Alors, l'idée de base, c'est de dire que, bon, idéalement, on se rapproche de 400 ppm, mais il faut essayer de ne pas dépasser les 700 ou 800. Et donc, la plupart des capteurs, bon, vous savez que nous avons installé des capteurs CO2 dans la plupart des bâtiments accessibles au public dans la commune, et l'idée, c'est celle-là, c'est de dire, voilà,
avec ces capteurs CO2, eh bien, on va essayer de limiter le risque de transmission par aérosol. L'aérosol, c'est ce qui flotte dans l'air. Hein. Donc, même avec le masque, même avec les distances, eh bien, ces aérosols restent dans la pièce. Et donc, pour les éliminer, la seule chose qu'on peut faire, c'est de les ventiler, sauf si, évidemment, on a des installations spécialisées de traitement d'air, de filtration et tout ça, mais ça, c'est un autre débat. C'est probablement quelque chose qui va être de plus en plus d'actualité dans le cadre, par exemple, de labels Covid Safe hein, pour certaines activités ou pour certains locaux. Mais ça sort un petit peu du cadre de la présentation ou de cette intervention pour ce soir. Et donc, l'idée, c'est de dire, eh bien, on va essayer de se rapprocher le plus possible de ces 400 ppm, parce que même 450, 500, on ne peut pas garantir le risque zéro. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Et l'idée, alors, c'est de dire d'aller une étape plus loin. Donc, on a déjà distribué toute une série de capteurs, de petits capteurs, alors, pour les commerces, les bureaux, les salles de réunion, les locaux de la commune, les locaux de la police, les écoles. Donc, il y a toutes sortes d'endroits donc, qui sont déjà équipés de ces capteurs CO2, mais l'idée, c'est d'aller une étape plus loin et de se dire, au fond, on pourrait utiliser des grands capteurs hein, dans certains endroits pour conscientiser les gens qui sont dans cet endroit et se dire, tiens, voilà, là, vous voyez, on a un certain nombre d'exemples. Là, dans ce cas-ci, c'est un exemple qui nous vient, ce sont des exemples qui nous viennent du professeur Jiménez de l'Université de Colorado aux États-Unis. Et donc là, il suggère de mettre par exemple ça dans certains bars, restos, dans des salles de sport et dans des écoles, pourquoi pas. Alors évidemment, on ne peut pas en mettre un dans chaque classe, mais l'idée, ce serait alors pour la commune, dans le courant des prochaines semaines et des prochains mois, d'installer quelques capteurs donc de grande taille dans certains locaux pour voir alors dans quelle mesure ça permet je dirais, de faire passer le message et alors d'avoir ce réflexe de mieux ventiler les locaux pour diminuer le risque alors de transmission par aérosol. Donc ça, c'est un petit peu la philosophie. Alors, pour ceux que ça intéresse, vous allez me dire que je me fais peut-être des illusions, mais pour ceux que ça intéresse, il y a plusieurs documents qui décrivent cette problématique de la transmission du virus par aérosol, et je me permettrai alors de le mettre sur ma page Facebook après la présentation. Bon, c'est un document hyper intéressant. Évidemment, bon, c'est pas une BD, hein, et ça se lit pas non plus comme un roman, mais ça donne quand même pas mal d'infos. Ce n'est pas non plus trop technique, mais ça donne des infos sympas, et voilà, pour ceux que ça intéresse, je pense que ça vaut certainement la peine d'y jeter un coup d'œil. Je ferai ça alors après la présentation, si vous le permettez. Voilà. C'est à peu près ce que je voulais vous dire pour la situation Corona. Je voudrais aussi vous parler quelques instants, on l'a déjà évoqué, mais vous mentionnez simplement une problématique que nous avons malheureusement régulièrement. Ce sont des gens qui nettoient ou qui font nettoyer leur toit par des entreprises qui ne prennent quand même pas toutes les précautions nécessaires. Je parle évidemment de toits qui contiennent de l'amiante. Alors ça, c'est pas super parce qu'évidemment, le risque est grand d'avoir une dissémination de fibres dans l'environnement, ce qui pose évidemment un problème potentiel de santé et de pollution alors, pour l'environnement. Donc, s'il vous plaît, si vous avez si vous êtes au courant des situations comme celle-là, donc j'ai encore eu un appel ce matin d'un voisin qui était préoccupé. Bon, on a malheureusement dû envoyer la police, et puis bon, les activités ont été stoppées, mais donc c'est un message clair
que ce genre d'activité de nettoyage de toits qui contiennent potentiellement de l'amiante, ça ne peut pas se faire n'importe comment ni dans n'importe quelle condition. Et donc, à ce moment-là, il vaut mieux au moins vous renseigner auprès du service vert de la commune pour savoir si vous pouvez le faire ou s'il faut prendre des précautions particulières. Dus misschien toch een belangrijk bericht. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. We hebben al een paar maanden geleden nog een gelijkaardig probleem gehad. Mensen die bellen omdat ze bezorgd zijn, omdat de buren of in de buurt eigenlijk firma's bezig zijn met het schoonmaken van asbesthoudende daken, zonder dat de nodige maatregelen voor genomen zijn. Dit is een probleem, omdat het potentieel een aantal vezels eigenlijk kan losmaken. En die vezels die komen natuurlijk in de lucht terecht. En dit is ver van ideaal voor de gezondheid en ook voor de besmetting van het milieu. Dus we zijn gewoon heel voorzichtig mee. Als zoiets gebeurt, aarzel alstublieft niet om de politie te bellen. Het gaat dus niet over verklikken, maar het gaat gewoon over de algemene gezondheid van de bevolking en ook dus het milieu. Dus dank bij voorbaat om hier rekening mee te houden. Voilà. Dat is ongeveer wat ik wou zeggen voor die asbesthoudende daken. Ik zou het liever anders hebben, maar dat is dus gewoon de realiteit. Het gebeurt af en toe en hier moeten we dus gewoon heel voorzichtig mee zijn. Nous arrivons aux questions-réponses. Je ne vois pas directement de questions. Et donc voilà, désolé, je m'aperçois que la présentation a duré un petit peu plus longtemps que d'habitude. J'espère que ce n'était pas trop long et que voilà, que c'était quand même un tout petit peu intéressant au niveau de, peut-être que j'ai trop parlé de la ventilation, mais je pense que c'était quand même intéressant au moins de le mentionner. Donc, s'il n'y a pas de questions, eh bien, je vous propose alors d'arrêter de clôturer ici et de vous revoir la semaine prochaine, en principe vendredi à 18 h, sauf s'il y a des annonces du gouvernement, donc comme hier. À ce moment-là, évidemment, c'est prioritaire et on postpose de 24 h, ça devient alors le samedi à 18 h. Voilà, allemaal hartelijk dank om vanavond aanwezig te zijn. In principe dus graag tot volgende week vrijdag om 18 uur, tenzij dat belangrijke berichten zijn van de federale overheid die dan uiteraard prioritair zijn. En in dit geval is het dan zaterdag 18 uur in plaats van vrijdag. Blijf alstublieft heel voorzichtig. Dus geniet van het weekend. Hopelijk wordt het goed weer en graag dus tot volgende week. Donc, profitez de votre week-end. J'espère également du beau temps, tout en restant alors extrêmement prudent pour cette pandémie qui malheureusement va continuer à nous embêter quelque temps. Mais si tout le monde fait ce qu'il peut pour contribuer à la sécurité générale, eh bien, on finira quand même par avoir le dessus. En tout cas, excellent week-end. Faites attention à vous, à votre entourage. Et alors, à la semaine prochaine. Merci.